Hello, bienvenue sur Reportart et pour cette nouvelle vidéo où on va enfin faire le vlog culturel de Londres où j'y suis allée quelques jours et comme j'étais avec mon copain qui n'y est jamais allé, j'avais prévu un programme qui allait allier à la fois des trucs très connus et touristiques et des choses un petit peu moins connues. Du coup, je me suis dit autant vous partager le programme que j'avais fait et aussi les petites recherches que j'avais préparées pour des révisions perso. Vu que j'ai quand même travaillé pas mal pour faire ces recherches, autant vous les partager. Et je pense que ça peut être un bon itinéraire pour des personnes qui vont pour la première fois à Londres pendant quelques jours. Nous, on y allait 4 jours. Donc, c'est un programme pour ces jours-là, et au pire vous ajoutez ou vous enlevez des choses, voilà, en fonction de vos intérêts évidemment. J'en profite, mais en ayant filmé absolument toute la vidéo sur ce voyage à Londres, je me suis rendu compte que j'avais 1h30 de rush. Donc je pense que dans cette vidéo on va diviser, on va faire soit une vidéo un jour, soit une vidéo 2 jours, à voir ce qui va se passer au montage et ce que vous aurez là actuellement au moment où je vous parle. Mais voilà, le reste sera posté dans les semaines qui suivent. Donc on va tout simplement commencer par le premier jour. Le premier jour, je voulais vraiment commencer par du cliché de cliché pour vraiment être en immersion à Londres. Donc évidemment, l'un des trucs les plus clichés à faire, c'est d'aller voir Buckingham Palace, la résidence officielle des rois et reines. Donc l'histoire du site va remonter au XVIIe siècle, avec le règne de Jacques Ier qui implante une plantation de mûriers pour élever des vers à soie. Ces plantations sont le lieu actuel du palais et de ses jardins. Les chercheurs, ils ont aussi trouvé que déjà à cette époque, il y avait une petite maisonnette qui avait été construite dans ces terrains-là. Et elle va être louée évidemment à plusieurs personnes, jusqu'à la personne de John Sheffield, qui est le futur duc de Buckingham et qui va du coup donner le nom au palais. Le duc, il va trouver que la maison, elle est quand même un petit peu démodée et il va totalement la détruire pour y construire la Buckingham House. On n'est pas encore sur l'aspect de palais, ça va arriver plus tard. Là, on est en 1698 et on est vraiment sur l'emplacement actuel du palais. Mais à partir de 1762, on a le roi George III qui va acquérir cette propriété et ces terres, notamment pour en faire une résidence familiale privée pour son épouse, la reine Charlotte, et leurs enfants. Cependant, la résidence officielle à l'époque, ça reste le palais de St. James, qui est un peu moins connu aujourd'hui, mais qui a été quand même une résidence officielle pendant très longtemps. Les choses, elles vont un peu bouger avec leur fils, qui est George IV, donc. Et là, on est en 1820, et il va décider de faire de cette maison Buckingham un palais avec l'aide de l'architecte John Nash. La maison, elle va devenir un bâtiment en forme de U, avec l'ajout aussi d'un arc de triomphe au centre, parce que pourquoi faire simple finalement? Mais en fait, il y avait un véritable intérêt, puisque les cérémonies officielles menées au palais, surtout que là, on est à une période où il y a pas mal de victoires navales et militaires, donc c'est quand même assez important d'avoir un arc de triomphe pour compléter ces cérémonies. Le projet ne sera pas achevé à la mort du roi, puisque le Premier ministre va démettre Nash de ses fonctions parce qu'il a explosé le budget. Ce sera alors Edward Blore qui va reprendre le projet en prolongeant la façade et en ajoutant une entrée au côté sud. Le bâtiment, il va devenir une résidence officielle comme on le connaît aujourd'hui, qu'à partir de 1837 avec la reine Victoria. Mais elle va trouver que le palais est un peu petit pour accueillir des réceptions et héberger, donc on refait appel à Edward Blore pour les agrandissements et qui va donner presque la forme finale au palais. Ce sera le fils de Victoria qui va ajouter des éléments pour lui rendre hommage et ce sont des éléments qu'on peut voir actuellement. Et l'ajout du balcon iconique où l'on voit la famille royale saluer le peuple n'arrive qu'avec le prince Albert. Et là, pour ce qui va être du style de l'architecture, on est sur du néoclassique, qui est un style très populaire au 19e siècle. Je vous rappelle, l'aspect actuel du palais arrive au 19e. Et donc c'est un style qui va s'inspirer de l'architecture gréco-romaine qui est considéré un peu comme ce qui a été
fait de mieux au niveau architecture, du moins pour les architectes néoclassiques. Et du coup, on va retrouver des éléments antiquisants, que ce soit des colonnes, le fronton, ce genre de choses, l'utilisation de pierres blanches, etc. Par ailleurs, cette pierre blanche, à l'origine, c'était pas une pierre de cette couleur qui était sur le palais, mais le problème c'est qu'avec la pollution et les intempéries, la pierre s'était extrêmement abîmée et du coup on va par-dessus la pierre ancienne mettre cette pierre actuelle blanche qui résiste mieux aux intempéries anglaises et toujours à la pollution. Et pareil, dans l'architecture néoclassique, on va retrouver quand même une certaine forme d'ordre, de symétrie, des rythmes aussi assez homogènes, notamment avec cette enfilade de colonnes. Mais on va voir un autre bâtiment, toujours en lien avec le gouvernement, on va dire, de l'Angleterre, et là qui va avoir une architecture totalement différente, donc c'est pas mal aussi pour vous montrer les différents styles architecturaux qu'il peut avoir en Angleterre. Cette fois, on continue, mais on va se diriger plutôt vers le Parlement et sur l'ensemble de Westminster. Donc l'ensemble de Westminster, il est composé, on va dire, à peu près de 3 parties. On a l'abbaye de Westminster, le palais de Westminster et Big Ben / la tour de l'horloge. On reviendra un petit peu là-dessus. On va commencer avec les origines de ce site. D'abord, pour l'abbaye, vers 1960, on a les premiers moines bénédictins qui s'installent sur ce qui était appelé la Thorney Island, qui n'a plus du tout cette forme aujourd'hui. Et en 1065, on a la consécration de l'abbaye avec le roi Édouard le Confesseur, qui est une figure assez importante pour Westminster. En gros, avant d'être roi, il a été exilé par les Danois en Normandie et il s'était promis de faire un pèlerinage à Rome s'il revenait sur ses terres. Une fois sur le trône, il peut pas laisser ses sujets tout seul, du coup le pape va lui dire qu'il n'a pas besoin de venir à Rome, mais qu'il doit fonder un monastère dédié à Saint-Pierre. Et du coup, l'église saxonne des moines bénédictins va disparaître au profit d'une église de style normand qui va devenir l'abbaye de Westminster. Et c'est aussi à cette occasion de cette construction d'église que va être construit un palais qui va servir de résidence royale à l'époque. Buckingham n'existe pas encore, Saint James n'existe pas encore, du coup c'est ici que les rois du XIe siècle vont séjourner. Mais peu à peu, cette résidence royale ne va plus être résidence royale et c'est au XIIIe siècle qu'elle est abandonnée par les familles royales et qui va devenir le siège des conseils de barons, de lords, etc., etc., qui va donner le futur parlement. Mais encore une fois, à cette époque, on n'est pas du tout sur l'architecture d'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce style-là, on n'est pas du tout sur ces échelles non plus, et la tour de l'horloge Big Ben n'existe toujours pas à cette époque. En fait, le style gothique va arriver peu à peu avec un descendant d'Édouard le Confesseur, qui est Henri III, qui va décider de rénover ce site, notamment de reconstruire l'abbaye, pour honorer son ancêtre dans un style gothique. Donc pour la reconstruction de l'abbaye, les architectes vont s'inspirer des églises françaises et ils souhaitent en faire le lieu des couronnements et des enterrements royaux, chose qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc à ce moment-là, voilà, l'abbaye fait sa vie, le Parlement qui a pris place et qui s'est stabilisé à la fin du XIIIe siècle continue de faire sa vie. Big Ben, toujours pas là, mais on va avoir en fait un événement très très important qui va arriver pour ce site. C'est un énorme incendie en 1834. Peut-être que vous connaissez cette toile de Turner où vous voyez effectivement le Parlement brûler. Eh bien, c'est de cet événement qu'on va parler maintenant. En fait, au 19e siècle, on est toujours dans une architecture assez médiévale, avec ce fameux style gothique. Mais on retrouve pas mal d'artefacts médiévaux et on se dit, bon, il y a certaines choses qui servent à rien, autant les brûler, dont des bâtons de comptage médiévaux qui servaient à faire la comptabilité à l'époque. Et le chancelier indique aux ouvriers qu'il faudrait effectivement faire brûler ces bâtons qui ne sont plus d'aucune utilité. Et il leur dit d'utiliser les fours directement du site pour les éliminer. Que malencontreusement, ça va déclencher un incendie qui va vraiment brûler une très grosse partie du site. On a quelques éléments médiévaux qui sont encore présents aujourd'hui, mais c'est vraiment une minorité face aux bâtiments qu'on a actuellement, et ça va être vraiment un énorme désastre. Du coup, forcément, le Parlement se retrouve sans Parlement.
Et du coup, le gouvernement va prévoir un gros plan de reconstruction. On va dire qu'à l'époque, il y a une sorte d'appel d'offres qui est réalisé. Il y aura 97 propositions et ce sera celle de l'architecte Charles Barry qui est sélectionnée. Par ailleurs, pour ceux qui ont passé le concours de l'INP, c'était un des sujets, il y avait un dessin il y avait un plan de l'actuel Westminster qui était dans les sujets des commentaires d'œuvres pour la spécialité fin 18e jusqu'à nos jours. Donc j'espère que je ne ravive pas des traumas, mais moi j'en ai ravivé en faisant mes recherches. Mais passons, écoutez, ça vous fera des réponses au sujet. Donc, la commission a décidé d'accepter ce projet parce que dans les plans de Charles Barry, il décide de conserver les parties médiévales du site. Potentiellement, il a vu des vieilles gravures du palais, notamment à l'époque médiévale, où l'on voit une tour de l'horloge qui a été démolie en 1698, et ce sera une inspiration pour Big Ben qu'on va aborder juste un petit peu après. Il va aussi s'inspirer de la tour de Scarisbrake, dans le Lancashire, réalisé par Auguste Pugin, qui est un jeune architecte qui va devenir le collaborateur de Barry pour tous les détails décoratifs du lieu, parce que Barry est un architecte qu'on pourrait considérer comme plutôt classique, et il va avoir un petit peu besoin de la patte de Pugin pour la réalisation du projet. Donc tous les éléments décoratifs que vous voyez, ça vient de Pugin. Donc du coup, Pugin, comme on est quand même sur un lieu gouvernemental qui doit symboliser les 4 pays du Royaume-Uni, il va essayer de symboliser tout ça sur le bâtiment. Donc on va retrouver la rose de l'Angleterre, le trèfle de l'Irlande, le chardon de l'Écosse et le poireau des Pays de Galles, mais aussi on va retrouver des symboles liés aux Tudors, parce que donc c'est la herse et la fleur de lys, parce que la période des Tudors, c'est considéré comme la période où les Royaumes-Unis naissent, et du coup c'est une période assez importante pour l'histoire du pays. Mais aussi, la herse va devenir un élément commun sur les blasons de la Chambre des communes et de la Chambre des lords, qui sont les deux entités qui forment le Parlement. La Chambre des communes, ce sont des députés élus par les citoyens qui vont décider, qui vont écrire les lois, etc., demander à ce que le gouvernement rende des comptes, à faire un petit peu une évaluation du gouvernement. Le parti qui a le plus de sièges dans cette chambre-là est le parti qui est considéré comme le gouvernement, et celui qui est à la tête de ce parti est élu Premier ministre. De l'autre côté, on a la Chambre des Lords. Comme son nom l'indique, vous vous en doutez, ils sont pas élus par les citoyens. Ce sont soit des lords héréditaires, soit des lords nommés, donc ça peut être des experts, des anciens politiciens, mais on a aussi les évêques des églises anglicanes. Et eux, ils ont le droit de relire les lois, de demander à des modifications, mais ils peuvent pas agir tant que ça sur les lois. Ils peuvent pas forcer à ce qu'une loi soit totalement modifiée, totalement changée, ou interdire une loi, mais ils peuvent demander à des modifications. Voilà pour la petite explication gouvernement, mais reprenons un peu Pugin et Barry, qu'est-ce qu'ils vont continuer de faire avec l'architecture. Donc au niveau du style, on va rester sur un gothique, mais là, on n'est plus sur le gothique médiéval, on est sur du néo-gothique. Le néo-gothique, c'est aussi un autre style populaire au XIXe siècle, tout comme le néoclassique, et qui va être une réminiscence du style gothique médiéval. Et plus particulièrement ici, on a un gothique perpendiculaire. Ne paniquez pas, c'est un sous-genre du néo-gothique qui est populaire en Angleterre à la fin du XIVe et XVe siècle et qui va être repopularisé au XIXe avec le néo-gothique. Là, on peut se dire, par exemple, Buckingham, c'est un style néoclassique, pourquoi on n'a pas fait du néoclassique aussi pour Westminster? Eh bien, en fait, il y a quand même quelques explications. Ce style, il est imprégné par l'époque des Tudors, dont je vous parlais un petit peu avant, et c'était vraiment considéré comme le style qui a le plus marqué l'histoire de l'architecture du pays, et surtout, il a une forte valeur d'identité nationale. Il va s'inscrire dans une histoire par l'utilisation d'un style ancien réutilisé, il va rappeler une période considérée comme fondatrice de la nation, et il s'inscrit dans un contexte où les Anglais ont un peu peur de perdre leur identité face à l'industrialisation. Donc c'est pas mal de se réaffirmer avec un style qui a une généalogie dans l'histoire anglaise. Et donc pour être un petit peu plus précise aussi sur le gothique perpendiculaire, ça va être un gothique qui est tout en longueur, qui est très très étiré, avec des grandes fenêtres, beaucoup de décorations, des arcs-boutants qui est assez caractéristique du style gothique en général.
Et aussi, ce qui va être intéressant, c'est que toutes les inscriptions du bâtiment ne sont pas écrites en langue latine, mais en langue anglaise, toujours dans cette idée d'identité nationale, etc. Maintenant, l'un des éléments les plus connus de ce site, c'est Big Ben, qui est appelé Big Ben, mais Big Ben, c'est pas la tour. Big Ben, c'est la cloche qui est dans cette tour, qui est la tour de l'horloge, et qui a été renommée la tour d'Élisabeth en hommage à la reine Élisabeth II. Elle apparaît du coup avec la reconstruction de Westminster, où Barry avait déjà prévu un clocher dans ses plans. Donc là, il va s'inspirer des beffrois de l'architecture gothique pour réaliser sa tour. Pour ce qui est de la cloche, elle est quand même très impressionnante parce qu'elle fait 13 tonnes et il faut un marteau de 200 kg pour pouvoir la faire résonner. Au niveau du surnom de la cloche Big Ben, il y a deux théories quant à son nom. Soit c'est un hommage à Benjamin Hall, qui est un ingénieur qui a supervisé la reconstruction du Parlement et la fonte de la cloche. Et comme il avait une carrure assez imposante, on le surnommait Big Ben, donc peut-être que ça vient de lui. Ou alors ça vient de Benjamin Count, qui était un boxeur champion poids lourd en 1861, au moment où l'on cherche un nom pour cette cloche. C'est quand même une tour iconique et qui aujourd'hui sonne toujours l'heure. À chaque quart, demi, pile, il y a une mélodie différente et Big Ben, il me semble, ne résonne que quand c'est des heures pile. Et sinon, c'est aussi très important lorsqu'il y a un décès royal. Lorsqu'une reine ou un roi décède, la cloche va sonner. Un coup de cloche sera égal à une année de vie. Donc vous vous doutez que quand Élisabeth II est décédée, il y a eu beaucoup de sons de cloche. C'est une tour qui n'est pas visitable si vous ne venez pas des Royaumes-Unis. Et même si vous venez des Royaumes-Unis, il faut faire une demande au Parlement, il y a une enquête policière qui est faite sur vous, etc. Enfin, c'est vraiment une galère. Et en tant que non-britannique, vous ne pourrez pas visiter cette tour. Mais voilà, déjà, pour ce site-là, et cette journée, c'est fini avec la National Gallery, qui est un musée que j'aime beaucoup, mais on va voir par son histoire que certaines choses que je n'ai pas forcément aimées lors de mes visites sont une répercussion de sa construction. On va revenir là-dessus. Donc pareil, c'est l'un des musées les plus connus de Londres. À ses pieds, on a quand même le Trafalgar Square, qui est une place aussi très connue. Et en fait, dans la rue qui fait face à la National Gallery, vous voyez Big Ben et Westminster, donc vraiment, vous pouvez faire à pied. Vous pouvez y aller à pied, c'est très pratique. Alors, pour la National Gallery, la fondation démarre en 1824, lorsque le gouvernement achète 38 tableaux à un riche banquier qui s'appelle John Julius Ungerstein. Je ne sais plus comment il le prononce. Dès le départ, le but, c'est de rendre accessible l'art au public, donc rendre accessible à tous et gratuitement. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, ce qui est un bon plan parce qu'il y a beaucoup de monuments historiques qui sont payants et cher. On reviendra aussi là-dessus sur les jours suivants. Donc il y a quand même pas mal de musées qui sont gratuits, donc je vous conseille si vous voulez vous imprégner un peu de la culture anglaise, c'est quand même pas mal. C'est toujours un bon plan. Et d'ailleurs pour les monuments historiques qui sont assez chers, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas la carte de l'ICOM. Je préfère vous prévenir pour ceux qui l'ont, voilà. À l'origine, la collection va donc prendre place dans la maison de ce banquier, à quelques pas de l'emplacement actuel, mais très vite, il va avoir un manque de place. Donc, il est décidé de construire un nouveau bâtiment, notamment pour concurrencer les autres musées d'art européens, comme le Louvre en France, par exemple. Et c'est au cœur de Londres, sur la Trafalgar Square, que le musée d'aujourd'hui va naître. L'architecte sera William Wilkins, qui est un architecte néoclassique. Donc, on se rappelle de ce qu'on a vu avec Buckingham. C'est quand même un style architectural qui va prendre encore plus de sens pour un musée, parce que dans les écoles des beaux-arts, qu'est-ce qu'on fait copier aux élèves? Et ben, les grands maîtres de la Renaissance qui s'inspirent de l'Antiquité, mais aussi on fait copier la statuaire antique, et c'est quand même assez intéressant d'utiliser du néoclassique pour faire une espèce de sorte de temple de l'art pour les musées. On y retrouve la façade symétrique, les colonnes corinthiennes, un portique central qui se calque sur les temples grecs, pour, du coup, comme je vous l'ai dit, en faire un temple de l'art. Mais tout le bâtiment n'est pas occupé par le musée, puisque l'aile est était occupée par la Royal Academy pendant 30 ans. La Royal Academy, c'est l'équivalent de l'école des beaux-arts,
pour la France. Le musée, lui, était dans l'aile ouest. Donc déjà à la fin de sa construction, il y a des controverses. Déjà, le site où le musée a été bâti, c'était les anciennes écuries royales, même si elles n'étaient plus utilisées, c'est quand même un peu mal vu de les avoir détruites pour construire ce musée. On constate déjà dès sa construction qu'il va être trop petit, donc c'est assez cata, et c'est toujours le cas aujourd'hui, par ailleurs. Et aussi, la population va trouver que c'est censé être un musée pour concurrencer les grands musées européens, donc surtout en Allemagne et en France. Mais il est pas si ouf, quoi. Il est un peu petit, il est écrasé par le paysage urbain, il manque de panache pour la population. Et puis après, comme d'habitude, il y aura quelques agrandissements, mais le cœur du lieu, ça reste ce bâtiment historique qui est assez étriqué. Pour le musée, vous allez retrouver une collection d'art européen du XIIIe jusqu'au début du XXe siècle. Donc en exemple très connu, vous allez avoir du Monet, du Van Gogh, bon ça on est habitué dans les musées français, mais vous allez quand même avoir quelques artistes anglais. Mais il y a vraiment, enfin, il y a des chefs-d'œuvre là-bas, il y a des Titiens, il y a des Raphaël, il y a des Léonard de Vinci, comme je vous l'ai dit, Van Gogh, Monet, il y a une des toiles des tournesols de Van Gogh, il y a quand même une des gares Saint-Lazare de Monet, par exemple, ce genre de choses, donc c'est vraiment un très très beau musée. Cependant, nous on y allait dans l'après-midi vers 15h, il y avait un monde pas possible, c'était horrible. Donc je vous conseille vraiment d'y aller plutôt à la première heure, vous serez beaucoup plus tranquille. Et comme je vous l'ai dit, il y a certaines galeries qui sont un peu petites, du coup on est vite coincé avec des gens, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y aller à la première heure. J'en profite aussi, après la visite de la National Gallery, je suis passée à Waterstones, qui est une chaîne de librairie anglaise. Je vous mentionne ça parce qu'en fait les prix des livres en Angleterre sont moins chers qu'en France, donc si vous lisez l'anglais, ça peut valoir le coup. Exemple, moi, comme j'étais là-bas, et en vrai, il faisait pas hyper beau et tout, il y avait une ambiance un peu cozy mystery. Donc, et puis j'étais quand même à Londres, en Angleterre, qui est quand même le berceau de la cozy mystery. Donc, par exemple, j'ai craqué sur ces 3 bouquins. Dites-vous, les 3 me sont revenus à 34 livres. En France, j'en aurais eu minimum pour 10 € de plus. Donc, ouais, au moins 45 € minimum pour ces 3 livres. Donc, je suis très très contente de pouvoir dévorer ces petits cozy mystery tout en révisant un peu mon anglais. Donc voilà, c'était un petit tips que je voulais vous communiquer pour les lecteurs. Donc voilà déjà pour ce premier jour, et on se retrouve pour la suite la semaine prochaine.